Merci beaucoup, mais je voudrais remercier Frédéric Post de m'avoir invité et de me permettre d'être parmi vous aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas du tout botaniste, je suis spécialiste de microcrustacés. Donc je vais essayer de vous emmener aujourd'hui dans un voyage très prétentieux, comme on l'a fait remarquer. C'est-à-dire que je vais essayer de vous raconter une très 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 longue histoire. Et en fait, j'espère pouvoir vous emmener dans ce voyage. Donc ça s'appelle Voyage à travers les temps géologiques de crise en crise. Alors on va parler beaucoup de biodiversité, c'est un thème qui est récurrent, on en tous parler. Donc vous avez ici deux exemples. Vous avez un exemple de biodiversité marine. Bon, je trouve juste comment marchent les choses avant de commencer par là. De biodiversité marine, ou encore ici dans une savane. Donc des formes de biodiversité différentes. Alors qu'est-ce que c'est la biodiversité ? C'est un terme qui est relativement récent. Et sa définition, c'est une contraction de diversité biologique. Donc c'est une expression qui désigne en fait la variété et la diversité du monde vivant. Donc dans son terme le plus large, c'est à peu près équivalent de la vie sur notre planète. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre la biodiversité et la biomasse. Alors je vais vous montrer des exemples. Vous avez ici 2 espèces d'éléphants. Donc vous avez la biodiversité est égale à 2. Et la biomasse, c'est égal à environ 10 tonnes. Et vous avez ici 2 espèces de moustiques. Donc la biodiversité est égale à 2, donc c'est la même biodiversité. Mais par contre, la biomasse, c'est pas du tout la même chose, puisqu'elle fait environ 10 mg. Donc il faut faire très attention à ces notions de biodiversité et de biomasse. Alors, la vie sur notre planète, eh bien, ça va de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Alors, je suis très sensibilisée à l'infiniment petit, puisque je suis spécialiste de micro-organismes, de fossiles qui font moins d'1 millimètre. Donc je suis très très attachée à l'infiniment petit et qui représente une biomasse extrêmement importante sur notre planète. Donc vous avez par exemple chez les animaux, vous avez des animaux qui sont gigantesques, comme une baleine, ou tout petits, comme ici un radiolaire, dont la coque ici fait moins de 500 microns. Chez les végétaux, c'est la même chose, on peut avoir des laminaires qui font plus de 20 mètres de haut, ou alors des nanoalgues. Ici, cette petite algue fait environ 50 nanomètres, donc c'est tout petit. Et puis bien sûr, tout ce qui est le monde des bactéries, des microbes qu'on ne voit pas. Donc très important de ne pas oublier tout ce qui est très très petit. Alors, classer le monde vivant. On va parler beaucoup aujourd'hui d'espèces, donc je voudrais que ce soit, on va essayer que ce soit le plus clair possible dans nos têtes. Alors, une espèce biologique, une espèce actuelle, eh bien, c'est défini comme étant un groupe avec des populations qui sont réellement ou potentiellement interféconds. C'est-à-dire qu'il y a la notion de reproduction sexuée qui est très importante pour définir l'espèce, et les individus qui appartiennent à une espèce différente ne sont pas interféconds avec la première. Donc ça, c'est une définition qui date de Maire en 1942. Actuellement, on est aux alentours de 1 230 000 espèces décrites. Mais le nombre estimé serait de l'ordre de 7,8 millions d'espèces existantes sur notre planète. Donc il nous reste encore beaucoup de choses à trouver et à définir. Il y a de la place devant si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci pour moi. Alors, l'apparition d'une espèce, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat à définir, et en fait on a du mal à dire vraiment quand une espèce apparaît. Alors certes, on décrit de nouvelles espèces tous les jours. Ça veut dire qu'on est allé dans une région qu'on connaissait peu et où on a découvert des espèces d'animaux ou de végétaux. Mais ce n'est pas une apparition sensu stricto. Alors, il y a la domestication, le déplacement, qui font muter les espèces et qui, in fine, vont nous faire permettre d'avoir des nouvelles espèces. Alors, à titre d'exemple, je vous ai mis ici l'okapi, c'est une espèce qui a été découverte en 1901, et vous avez par exemple le moustique du métro, qui lui est une espèce qui a muté, en fait, qui s'est transformée dans le métro et qui est considérée comme une espèce différente actuellement. Et puis il y a celles qui disparaissent, parce que vous vous doutez bien qu'aujourd'hui je vais surtout vous parler de disparition plutôt que d'apparition. Alors celles qui vont s'éteindre naturellement, comme par exemple vous avez le mammouth ici, qui a vécu de moins 12 000 à moins 3 700 ans, et qui était en Sibérie et qui s'est éteint, ou l'australopithèque, qui est un humanoïde qui a vécu il y a 1 million d'années. Donc ça, c'est des espèces que l'on prend, on voit, on sent bien qui ont disparu. Et puis il y a toutes celles que l'on a un petit peu poussées par la sortie. Donc vous avez tout entendu parler, par exemple le dodo, qui est l'espèce emblématique des espèces disparues.
qui a été exterminé à la fin du XVIIe. Il y a le grand pingouin qui a disparu en 1844, ou encore le loup marsupial ou le tigre de Tasmanie qui a disparu en 1936. Donc ça, c'est des choses à une échelle, j'allais dire, humaine. Alors, je vous ai parlé de biodiversité, donc maintenant je vais vous emmener dans le monde du paléo, c'est-à-dire de tout ce qui a eu lieu avant ce que nous connaissons actuellement. Donc on va parler d'espèces fossiles. Alors qu'est-ce que c'est une espèce fossile ? C'est un peu difficile de savoir si les spécimens qu'on a dans les mains étaient interféconds. Donc en fait, l'espèce, c'est un idéal à atteindre, mais le plus souvent, en fait, ce qu'on va avoir, ce sont des morpho-espèces, c'est-à-dire des individus qu'on va regrouper dans un ensemble, en se disant, bah oui, ça se ressemble tellement que ça devait être interfécond et ça devait représenter une population qui appartenait à la même espèce. Donc les estimations, on estime entre 5 et 500 milliards le nombre d'espèces qui ont disparu au cours de l'évolution. Alors ces disparitions, elles peuvent se faire de manière très brutale, et on va avoir l'occasion d'en reparler, ou d'autres s'éteignent de manière extrêmement lente et progressive dans le cycle normal. Donc on estime que 99,9% des espèces qui ont vécu sur notre planète ont disparu à l'heure actuelle au cours des 600 derniers millions d'années. Alors je vous parle de 2 millions d'années, donc tout ça, ça va nous faire quelque chose qui est important, c'est la notion de temps. Donc la durée moyenne qui a été calculée, la durée moyenne de vie d'une espèce qui a été calculée grâce aux fossiles, c'est de l'ordre de 4,8 millions d'années. Donc on estime qu'une espèce ayant un cycle de vie normal, va durer environ 4,8 millions d'années. Donc on va parler de temps. Et le temps, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender. Alors, je vais essayer de vous expliquer par rapport à quelque chose que tout le monde, entre nous, peut bien appréhender. Vous avez ici un magnifique petit garçon, c'est le mien, qui est avec son arrière-grand-mère. Mon petit garçon, il a maintenant 33 ans, il va bientôt être papa, mais à l'époque, il était donc avec son arrière-grand-mère. Donc, on estime bien, nous tous, qu'est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 générations. C'est quelque chose qu'on peut tous appréhender. Si je vous dis 10 générations, donc ça fait grosso modo 250 ans, où est-ce qu'on en était dans l'histoire de France il y a 250 ans ? Déjà, on se dit, oups, qu'est-ce qu'elle dit la dame ? Eh bien, nous sommes en 1772, c'est-à-dire que nous sommes sous le règne de Louis XV. Punaise, c'est loin. Mais non, c'était il y a juste 10 générations. Et à cette époque-là, eh bien, on pouvait rencontrer Couperin, Jean-Philippe Rameau ou Maurice Quentin de La Tour. Eh bien, ce que je vais vous demander, c'est de multiplier cette échelle de temps par des millions de fois. Alors je sais, c'est très difficile. Moi, je jongle avec les millions d'années. Et je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile à appréhender. Alors, on va essayer de faire un voyage au cours des temps très profonds à la recherche de notre biodiversité ancienne. Donc, on va commencer au tout début. La création de la Terre, c'est au moment où notre planète s'est formée, c'est autour de 4,6 milliards d'années. Les premières traces d'activité biologique, c'est-à-dire ce ne sont pas vraiment encore des vrais fossiles, mais on trouve de la matière organique ou des formes qui y ressemblent, c'est aux alentours de 3,8 milliards d'années, on a les premières traces d'activité biologique. Les premiers fossiles vrais, ce sont des fossiles de cyanobactéries, c'est-à-dire que ce sont des algues qui vont générer des concrétions, et c'est aux alentours de 2,7 milliards d'années. Ensuite, vers 1,9, il va y avoir l'apparition des eucaryotes, c'est-à-dire des cellules avec des noyaux. Grosse révolution à partir de ce moment-là, l'apparition de la reproduction sexuée. Ça, c'est fondamental dans l'histoire de la vie, parce qu'on va brasser les génomes, on va mélanger les génomes, donc on va pouvoir avoir l'apparition de plein de choses. Et, autre chose importante sur notre planète, aux alentours de 1 milliard d'années, il y a le début de l'accumulation de l'oxygène libre sur notre planète. Avant, il n'y avait pas d'oxygène libre. À partir de 1 milliard d'années, nous avons cet oxygène. Et ce que nous allons regarder, nous, c'est ça. C'est ce tout petit carré-là de 600 millions d'années, l'explosion de la vie sur notre planète à partir de 600 millions d'années. Et ces 600 millions d'années, ça représente qu'une toute petite partie de l'histoire de la vie sur notre planète. Ça représente 13% de l'histoire de la Terre et seulement 15% de l'histoire de la vie. Donc ces 600 millions d'années, ce ne sont que les 15 derniers pourcents de cette histoire. On va s'en contenter pour aujourd'hui. Alors, vous avez tous entendu parler que nous vivions la 6e crise de la biodiversité. Alors cette 6e crise, je ne vous en parlerai pas beaucoup parce que c'est un autre débat, mais si on parle de 6e, ça veut dire qu'il y en a eu 5 avant. Et c'est ces 5, moi, qui me passionnent, sur lesquels je travaille depuis maintenant de nombreuses années, et donc je vais essayer de vous parler.
Alors qu'est-ce que c'est qu'une crise? La définition du dictionnaire, c'est une manifestation brusque et intense de durée limitée d'un état ou d'un comportement pouvant entraîner des conséquences néfastes. Alors, une crise biologique, qui veut dire avec une extinction en masse. Quand est-ce qu'on parle de crise biologique et d'extinction en masse? Alors pour qu'il y ait extinction en masse, il faut qu'il y ait 3 critères. Un critère taxinomique, un critère temporel et un critère spatial. Alors le critère taxinomique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des rangs élevés dans la classification qui soient touchés. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les espèces, il faut aussi que ce soit les genres, les familles, voire même les embranchements. Et que tous ces groupes qui sont considérés aient des modes de vie différents. Il faut qu'il y ait une chute de la biodiversité et de la biomasse. Le deuxième critère, c'est la rapidité. Alors vous allez me dire, la rapidité pour un géologue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça peut aller de quelques heures, si c'est une chute de météorite, à 1 million d'années. 1 million d'années, pour un géologue, on considère que c'est encore relativement court. Oui, on vit dans des échelles un peu différentes. Et il faut que cette extinction en masse, elle soit ressentie à l'échelle de la planète ou sur de très vastes étendues. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un événement local. On peut avoir des événements locaux, comme par exemple la crise de la mer d'Azov, quand toute l'eau est partie. C'est une crise, évidemment, mais c'est une crise locale, donc ce n'est pas considéré comme une extinction en masse. Alors, je vous présente ici une des toutes premières courbes qui a été publiée sur les variations de la biodiversité. On la doit à John Phillips, à la fin du 19e, où il avait écrit un livre qui s'appelait « La vie sur Terre, ses origines et ses successions ». Donc il avait mis en évidence, vous avez ici la biodiversité, l'intensité de la biodiversité, et là le temps. Donc il avait mis en évidence 3 ensembles, un ensemble qu'il avait appelé paléozoïque, c'est-à-dire vie ancienne, ou vie de l'âge des poissons. On va voir après pourquoi. Un deuxième ensemble qui s'appelle le mésozoïque, c'est-à-dire c'est la période de la vie moyenne, ou l'âge des reptiles. Et enfin, un ensemble qui s'appelle le cénozoïque, c'est-à-dire la vie nouvelle, ou bien l'âge des mammifères. Et donc, il n'avait absolument aucune idée de l'importance de la biodiversité, et encore moins de la durée de ces 3 ensembles. Mais ces 3 ensembles existent bel et bien, et c'est surtout important de noter, c'est sur sa courbe, c'est qu'il avait déjà noté des ruptures très importantes entre ces différents ensembles. Donc, et ces grands ensembles sont définis sur des disparitions de faune et de flore. C'est-à-dire qu'on va mettre une coupure entre 2 ensembles, parce que ici, il y a un certain type de faune et de flore qui disparaît et qui est remplacé par quelque chose de nouveau. Donc on met les coupures à ces grands changements de biodiversité. Donc ici, je vous montre, alors des courbes, il en existe des centaines sur Internet, donc il faut faire attention à ce qu'on utilise et à ce qu'on regarde. Donc ici, je vous montre une évolution de 2 courbes, celle des organismes marins. C'est cette courbe-là, la courbe bleue, que je vais utiliser essentiellement au cours de mon exposé. Et vous avez ici une courbe des organismes continentaux. Vous voyez que les organismes continentaux et les organismes marins ne réagissent pas de la même façon, mais surtout, on n'a pas les mêmes quantités de données sur ces 2 ensembles. Alors, vous allez avoir ici l'échelle des temps. Alors, les couleurs sont toujours à peu près les mêmes, bien sûr, je ne vais pas vous demander de retenir tous ces âges. Mais donc ici, on va être dans le paléozoïque, c'est ce qu'on appelle aussi l'ère primaire, vous avez peut-être plus l'habitude de ce terme. Ensuite, on va avoir le mésozoïque, ici, ou l'ère secondaire, puis après le cénozoïque qui n'est pas représenté, qui est aussi appelé ère tertiaire. Donc, sur cette courbe de biodiversité, vous voyez qu'il y a des chutes de la biodiversité, des chutes importantes, et ces grandes chutes, eh bien, ce sont nos fameuses 5 crises dont on va parler par la suite. Donc ici, c'est donc une courbe, la même courbe, hein, elle est présentée dans l'autre sens. Donc vous avez ici le temps, on va commencer ici aux alentours de 600 millions d'années, pour finir ici tout en haut, c'est-à-dire à nos jours. Donc vous avez cette courbe ici en bleu, qui représente l'évolution du nombre de familles marines. C'est bien important, cette courbe c'est uniquement une courbe de familles marines. Donc l'évolution de la biodiversité au cours du temps n'a pas été quelque chose de régulier et de continu au cours des temps géologiques. On va avoir des phases de diversification, c'est-à-dire vous voyez que la courbe de biodiversité augmente, le nombre de familles augmente très fortement. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus d'apparitions d'espèces que de disparition. Donc on a une progression. Alors ça va être le cas en particulier ici
depuis 600 millions d'années jusqu'à 440 millions d'années. Donc on a une progression de cette biodiversité. Et on va avoir ici, grosso modo, alors bien sûr il y a des petites choses qui se passent, mais grosso modo la pente de la courbe, vous voyez ici, est en augmentation durant le Jurassique et le Crétacé, c'est-à-dire entre 200 et 66 millions d'années. On a ensuite des phases de stabilité, c'est-à-dire où grosso modo il y a autant d'extinction que d'apparition. Ça va être le cas de ces phases de stabilité ici, autour du Silurien-Dévonien, entre 443 et 360, et puis au Carbonifère-Permien, entre 360 et 250. Et puis, il y a des phases où là, on va avoir des phases d'extinction, des phases de crise. Et ce sont les fameuses 5 crises majeures dont nous allons parler. Et donc là, durant ces périodes de crise, eh bien, vous avez une chute très importante de la biodiversité. On va avoir énormément d'extinction et pas suffisamment de spéciation pour compenser. Alors, nous allons commencer par ce début de la vie sur notre planète. Enfin, c'est pas le début de la vie, le début de l'explosion de la vie. Alors qu'on appelle aussi le deuxième Big Bang, hein, cette explosion de la vie sur notre planète à partir de 600 millions d'années. Alors cette explosion cambrienne, ou Big Bang de l'évolution, c'est ce qu'on appelle aussi l'édiacarien, et donc qui va commencer aux alentours de 600 millions d'années. Alors ce que l'on va observer, ce sont en fait des organismes, ce sont des métazoaires, des organismes à corps mou, qui sont donc posés sur le fond en forme de galette, en forme de ruban. Et ce sont des sortes de feuilles matelassées. Donc, et pour retrouver ces organismes, il faut vraiment des gisements à préservation exceptionnelle. Pour protéger la matière organique, pour protéger les parties molles, c'est un processus qui est extrêmement important et qui vraiment fait que nous allons avoir des choses exceptionnelles. Quand on va retrouver des os, comme vous avez des os de dinosaures, des choses comme ça, ce sont des parties dures, donc qui vont se conserver plus facilement. Conserver des parties molles, c'est vraiment, vraiment des choses exceptionnelles. Donc, je vous montre ici quelques exemples de ces faunes de l'édiacarien. Alors ici, des reconstitutions, c'est des vues d'artistes qui sont basées sur les fossiles que je vous ai montrés précédemment. Donc vous voyez ces espèces d'organismes en feuilles qui sont accrochés sur le fond, ou encore celle-ci qui sera en forme de galette, de représentation d'artistes de ces périodes-là. Ensuite, nous allons monter un tout petit peu dans le temps, après les Diacariens, donc nous allons nous retrouver ici à la base du Cambrien, et ça va être une révolution aussi dans la vie sur notre planète, c'est-à-dire qu'on va avoir l'apparition du squelette dur. Alors ce squelette, ça peut être soit un squelette externe, c'est-à-dire une coquille, soit des squelettes internes, c'est-à-dire ça va être des spicules ou des choses comme ça, qui vont permettre d'être préservés plus facilement dans les sédiments, et surtout qui vont permettre aux organismes de se dresser. Au lieu d'avoir des choses posées sur le fond et tout mou, on va avoir des choses qui vont pouvoir des formes érigées. Donc ça c'est extrêmement important, ce squelette, l'apparition de ce squelette carbonaté. Mais bon, en fait, c'est l'épisode qu'on appelle des small shelly fossiles, c'est-à-dire des fossiles, des petits fossiles avec une carapace. Donc nous sommes au Cambrien. Ensuite, nous allons continuer à augmenter dans le temps, et un des plus beaux gisements sûrement de faune exceptionnelle de ces âges, c'est la faune de Shenzhen, dans la République du Yunnan, en République populaire de Chine. Donc le Yunnan se situe ici, et nous sommes au sud de Kunming. Donc il y a un parc qui est dédié à cette faune de Shenzhen, et ce sont en fait des schistes, hein, ce sont des roches argileuses, dans lesquelles on a retrouvé tous ces fossiles tout à fait exceptionnels. Alors, je vous montre ici quelques exemples de ce que sont ces faunes. Donc ce qu'on va avoir, ce sont ces organismes qui vont avoir une carapace. Donc ça va être des organismes qui vont être beaucoup plus protégés, et donc qui vont pouvoir se développer plus facilement. C'est la période de l'explosion des arthropodes. Alors ici, je vous rassure toute seule, ces couleurs ne sont pas naturelles. C'est des couleurs qui ont été rajoutées pour mieux voir ce qui se passe, pour mieux mettre en évidence les fossiles. Parce que quand on les voit, quand on les trouve, ça va être plutôt ça. Donc c'est pas forcément évident à trouver. Donc c'est largement, cette faune de Shenzhen, elle est vraiment dominée par les arthropodes, et c'est l'apparition de la prédation. C'est-à-dire qu'on a la mise en place d'une chaîne alimentaire active avec des animaux qui vont dominer, qui vont manger les autres, et puis les autres qui vont apprendre à se sauver pour leur échapper. Donc voici une reconstitution de la faune de Shenzhen, avec des animaux tout à fait emblématiques dont on parle beaucoup. Ici l'Anomalocaris, avec ses deux énormes crochets ici sur le dos et ses gros yeux.
Et puis ici, la Lycigénia, qui en fait serait une sorte de ver. Et puis ici, il ne faut pas les oublier, ce sont les trilobites. Alors ce sont des arthropodes qui ressemblent un peu aux cloportes que l'on peut trouver dans nos jardins ou dans nos maisons, donc avec 3 parties de l'avant vers l'arrière et 3 parties sur les côtés. Donc les trilobites, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ce sont vraiment des animaux emblématiques de cette période. On va continuer à monter un petit peu dans le temps. Donc ici, on est aux alentours de 520 millions d'années. Et nous sommes au nord du Groenland. Et c'est une faune tout à fait particulière qui s'appelle la faune de Sirius Passet et qui a été découverte en 1884 par un géologue qui s'appelait M. Higgins. C'est pas 1984, c'est 1884, je pense, je me suis trompée. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette fosse de Sirius Passet? Bon, on va toujours avoir des arthropodes, hein, avec vous voyez ici avec les petites pattes, et puis des organismes plus un peu différents. Donc c'est ce qu'on appelle la radiation adbadanienne, mais ça on s'en fiche, c'est pas vraiment important. Donc ici une reconstitution de cette faune de Sirius Passet, ici du Cambrien inférieur. Vous voyez ces arthropodes avec des formes un peu bizarres. On continue à monter dans le temps, et peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler, c'est la fosse de Burgess. Alors Burgess c'est en Colombie-Britannique, c'est ici, donc ce sont dans les montagnes, et c'est Walter Scott qui a découvert cette carrière en 1910, et ce sont des animaux qui sont datés d'environ 500 millions d'années. Donc vous voyez ici à quoi ça ressemble. Donc là aussi, c'est le royaume des arthropodes, avec toujours des hallucigéniens, des conodontes, ici des anomalocaris. Donc ce sont vraiment tous les grands groupes connus actuellement sont présents à cette époque-là. Donc là, on commence déjà à avoir posé les bases de la biodiversité qui sera la nôtre pendant les 500 millions d'années qui vont suivre. Mais il y a aussi des organismes qui ont complètement disparu, qui n'ont pas laissé de descendants, et on ne sait pas toujours à quel groupe les rattacher. Donc voici ici une représentation d'artistes de ce que peut être la faune de Burgess en Colombie-Britannique. Donc voilà, les bases de notre biodiversité sont posées, et nous allons maintenant pouvoir avancer et dérouler l'histoire de la biodiversité sur notre planète. Alors à chaque fois, je vais vous mettre une carte paléogéographique, car vous savez sûrement que notre planète est une planète qui vit, qui bouge. Les continents n'ont pas toujours été à la position où ils les connaissons actuellement. Ils se sont déplacés vraiment de façon extrêmement importante depuis 600 millions d'années. Donc à chaque fois, j'ai essayé de vous mettre un petit drapeau pour vous montrer où est-ce qu'on est. Grosso modo, la France est ici. Ça va pas être... L'échelle, ça ne sera pas mieux que la France, hein. Donc vous voyez qu'au Cambrien, eh bien, on a des continents qui sont dispersés essentiellement dans l'hémisphère sud, avec ici, donc ça c'est l'Amérique du Nord, vous voyez, les couleurs marron c'est ce qui est émergé, le bleu c'est l'océan profond, et puis le bleu clair c'est ce qu'on appelle les plateformes continentales, c'est-à-dire les zones qui sont recouvertes par de l'eau mais qui ne sont pas profondes, et où il y a une vie extrêmement importante qui se développe. Donc on est ici, au Cambrien ordovicien, entre 540 et 440 millions d'années environ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après l'explosion de la vie sur notre planète, eh bien, la vie dans les mers peu profondes se diversifie tranquillement et se développe. Donc on a toujours des trilobites, on a ces arthropodes, on a des éponges, on a des algues, on a plein de choses super chouettes qui se développent dans des mers peu profondes et assez chaudes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période, il n'y a pas de vie sur le continent. On est essentiellement complètement en milieu marin. Les toutes premières formes, les tout premiers végétaux, en fait, apparaîtront sur le continent en milieu aquatique aux alentours de 450 millions d'années. Et eh bien, c'était trop beau pour que ça se passe bien. Va se produire la première grande crise de la biodiversité, celle qui définit la limite entre l'ordovicien et le silurien à 440 millions d'années. Que va-t-il se passer pour que nous ayons une crise? Eh bien, à cette période, il va y avoir une chute de la température extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on va avoir un épisode de glaciation très très important. Les glaces vont recouvrir pratiquement toute la surface de la Terre pendant une période très très courte. Et tout aussi vite après, toujours à l'échelle des temps géologiques, eh bien, les températures vont augmenter et de nouveau il va faire chaud. Donc très peu d'organismes sont capables de s'adapter à des variations aussi brutales
de la température. Donc on va avoir toute une série d'organismes qui vont disparaître à cette époque. Donc des familles entières de trilobites. Ici, il va y avoir ce qu'on appelle des graptolites, qui étaient des organismes planctoniques qui flottaient dans la colonne d'eau, qui vont disparaître. Énormément de brachiopodes ici, qui sont des organismes avec 2 coquilles, et puis plein d'autres organismes qui vont disparaître à cette période. Alors cette crise, c'est une crise exclusivement marine. Forcément, il n'y a rien sur le continent, donc il ne peut pas s'y passer grand-chose. Donc cette crise, elle se passe au niveau marin. Ensuite, eh bien, nous allons reprendre le cours de notre histoire. La vie, ça va se redévelopper durant toute cette période, ici, entre le Silurien et l'Ordovicien. Donc nous avons avancé, nos continents ont bougé. Nous sommes maintenant ici, vous voyez. Donc les continents commencent à monter un petit peu vers le nord et à se regrouper entre eux. Et cette période, c'est essentiellement donc, le Dévonien, qu'on appelle aussi l'ère des poissons. Alors, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle les poissons cuirassés, qui sont des poissons avec, comme leur nom l'indique, une cuirasse sur le dessus de leur tête, avec qui vont se développer en très très grand nombre. Alors, il y a par exemple ici le Duncleosteus, qui est un poisson cuirassé qui est énorme. Hein, vous voyez ici, on a mis un plongeur à côté pour voir la taille. Et donc, la vie dans les mers se développe avec une chaîne alimentaire très importante, avec des grands prédateurs. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on commence à avoir des premières plantes qui se développent en milieu continental. Et ces toutes premières plantes, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le début de la terrestrialisation, c'est-à-dire le début de la vie sur Terre. Alors, on parle quelquefois de conquête du continent. Alors, il ne faut surtout pas employer ce terme, parce que personne n'a dit un beau jour « Oui, ça y est, je vais conquérir la Terre ». Non, bien sûr que non. Ce sont les organismes qui se sont adaptés à des variations de climat, des variations de niveau marin, et qui donc, c'est uniquement une adaptation. Donc, il faut parler de terrestrialisation, et non pas de conquête des continents. Donc cette terrestrialisation, eh bien, elle va se faire à partir de l'Ordovicien, c'est-à-dire à partir de 470 millions d'années. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Quels sont les organismes qui vont se développer sur le continent ? Eh bien, dans l'ordre, ça va être les végétaux, les arthropodes et ensuite les tétrapodes. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir survivre sur le continent alors qu'on était habitué à vivre dans les océans ? Eh bien, il faut certaines structures. D'abord, il faut des structures de soutènement. Il faut pouvoir se tenir sur le continent. Il faut avoir un système circulatoire adapté. Il faut avoir un système respiratoire adapté. Il faut pouvoir se reproduire en dehors de l'eau. Il faut surtout limiter les pertes en eau des organismes. Alors, on va essayer de parler tout d'abord de la terrestrialisation des végétaux. Donc, elle va se faire progressivement à partir de 500 millions d'années. Donc, avant 600 millions d'années, eh bien, toutes les plantes sont ici, sont des plantes aquatiques, qui donneront ensuite des lignées d'algues vertes. À partir de 500 millions d'années, on va avoir des organismes qui vont être semi-aquatiques, c'est-à-dire qui vont avoir besoin d'eau, de vivre dans l'eau pour pouvoir se développer, et qui, au fur et à mesure du temps, eh bien, finiront par donner les plantes terrestres. Alors, quelles sont les différentes structures qu'ont acquis les plantes pour pouvoir vivre sur le continent ? Les structures de soutènement, ça va être la ligne, le fait d'avoir des tiges qui vont pouvoir se tenir, elles vont pouvoir se dresser. Ensuite, le système circulatoire, ce sera le système vasculaire. La respiration, ce seront les stomates. La stratégie de reproduction, ce seront les spores à coque. Et pour limiter les pertes en eau, eh bien, les végétaux vont acquérir des cuticules. Alors ça, je pense que c'est un petit peu compliqué. Je vais passer tout ça. Hop. Voilà, pour arriver ici. Donc en fait, on va avoir cette vascularisation, c'est-à-dire qu'on va avoir des canaux dans les plantes qui vont permettre, ce sont les fougères, hein, les premiers grands organismes végétaux qu'on va avoir, qui vont pouvoir se dresser. Donc ça va donner des arbres. Et ces arbres ont des racines qui vont développer un système racinaire. Et ce système racinaire va avoir énormément d'importance puisque ça va pouvoir générer un système de sol qui n'existait pas avant. Ensuite, on va avoir des ovules, c'est-à-dire qu'on va avoir des organismes qui vont pouvoir se reproduire sans eau. Donc les plantes se dressent sans racines, mélangent leurs génomes et produisent des fruits. Et cela, ça va nous donner des forêts gigantesques à partir de la suite. Ensuite, après la terrestrialisation des végétaux, on va avoir la terrestrialisation des arthropodes.
Alors, ces arthropodes, ce sont des groupes un peu plus différents. Donc on va avoir les mille pattes, on va avoir les crustacés, on va avoir tout ce qui est araignée. Donc leur structure de soutènement, ça va être un squelette externe, ils vont tous avoir une espèce de carapace. Le système respiratoire, eh bien, ils vont avoir des trachéides ou des bronchies qui vont être protégés. Ils vont protéger les œufs par une coque et ils vont limiter les pertes en eau par une coque chitineuse. Alors quelques exemples. Donc le tout premier arthropode considéré comme complètement continental, c'est aux alentours de 428 millions d'années. On a trouvé ça au sommet du Silurien en Écosse. Ensuite, on va avoir différentes bestioles un peu plus charmantes, comme ici au Silurien, cette araignée sans corps, ou encore cette chose-là ici, et des acariens. On va avoir beaucoup d'acariens qui sont préservés dans les sédiments. Alors les myriapodes, vous avez ici quelques exemples de ce à quoi ça peut ressembler. Et ici, vous avez le tout premier insecte qui a été considéré comme tel, qui a été trouvé à Rigny, en Écorce, aux alentours de 400 millions d'années. Alors les tétrapodes, alors ça c'est vraiment un sujet dont on parle énormément et dont moi je ne vous parlerai pas longtemps, c'est la sortie des os des tétrapodes. Donc pour que les tétrapodes puissent vivre en milieu terrestre, eh bien, il faut là aussi qu'ils s'adaptent. Pour limiter les pertes en eau, eh bien, il faut qu'ils arrivent à respirer sans bronchie. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait des poumons qui soient capables de nous permettre de respirer. Je dis nous parce qu'on fait partie des tétrapodes. Il faut résister à la gravité. Avant, des organismes extrêmement massifs pouvaient se reproduire dans l'eau facilement, mais là, il va falloir qu'ils trouvent autre chose pour pouvoir résister à leur propre poids. Il faut pouvoir assurer sa reproduction, parce que vous savez que les premiers organismes qui sont sortis de l'eau ont fait retourner à l'eau pour se reproduire et ressortir après. Il faut résister aux variations de température, réussir à humidifier les yeux, assurer l'audition. Bref, les tétrapodes doivent partir, là je l'ai mis à la conquête de la terre ferme, entre guillemets. Donc, vers 380 millions d'années, tous les tétrapodes sont complètement aquatiques. Aux alentours de 375, ils vont commencer à avoir de temps en temps des sorties un petit peu de l'eau. Et à partir de 365, à partir de 365, eh bien, ils vont commencer à avoir une organisation qui va leur permettre de supporter leur poids et d'avoir les premières adaptations au milieu terrestre. Donc, à la fin du Silurien et du Dévonien, va se produire la deuxième grande crise de la biodiversité, celle qui a lieu à la fin du Dévonien, et elle se situe aux alentours de 370 millions d'années. Que va-t-il se passer ? Eh bien, à cette époque, eh bien, on va avoir environ 75% des espèces marines qui vont disparaître de la surface de notre planète. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, là encore, un changement de température. Là, ce sera d'abord un réchauffement extrêmement brutal de la température. La température va monter de façon importante et elle va être accompagnée d'une anoxie, c'est-à-dire que les eaux vont perdre la quantité d'oxygène dissous. C'est-à-dire plus il fait chaud, plus c'est difficile de dissoudre de l'oxygène dans l'eau. Donc en fait, moins il y a d'oxygène dans l'eau, moins les organismes peuvent survivre. Et à cette époque, il y a eu également des bombardements météoritiques assez importants qui ont donc rajouté des causes néfastes à ce réchauffement. Et ce réchauffement important de la planète sera suivi là aussi d'un refroidissement assez rapide. Donc en fait, ce qui est à noter, dans la première crise comme dans celle-ci, c'est donc des variations de température assez brutales dans un sens ou dans l'autre. Donc on va avoir des groupes emblématiques qui vont disparaître, en particulier tous les poissons cuirassés vont disparaître. On va avoir aussi les trilobites qui vont disparaître. Puis je vous ai mis ça, c'est juste pour me faire plaisir. Ce sont les organismes sur lesquels je travaille, ce sont des ostracodes, donc ce sont des microcrustacés. Donc cette crise de la fin du Dévonien, c'est là encore une crise marine. Pratiquement rien ne se passe sur le continent à cette époque-là. Donc va s'en suivre une période relativement longue de stabilité durant ici tout le Carbonifère et le Permien. Donc vous voyez que les continents ont bien changé de position à cette époque. Donc on va avoir l'ensemble des continents qui commencent à se regrouper. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Donc vous avez ici ce qu'on appelle la Sibéria, qui correspond à l'ensemble de la Russie actuelle. Et puis tous les autres continents qui commencent à s'agréger
en une masse unique que l'on appelle la Pongée. Ce continent unique, qui va se former tout au long du Carbonifère et du Permien, va avoir des incidences importantes pour la suite. Donc nous, les Français, eh bien, on se situerait à peu près ici. Donc cette chaîne de montagnes, ici, c'est la chaîne hercynienne, dont les vestiges chez nous sont le massif armoricain, le massif central et les Vosges. Donc on est vraiment au pied de cette chaîne hercynienne. Alors au Carbonifère, eh bien, la vie est belle dans les océans, on a plein de poissons, on a plein de développement d'organismes qui ont des coquilles, comme vous pouvez le voir ici, il y a des algues, il y a des éponges. C'est vraiment une vie très très riche dans les océans. Et c'est surtout important à cette période, qui dit Carbonifère, dit charbon, c'est le développement des grandes forêts houillères à cette époque. Les végétaux ont réussi à se développer à une vitesse absolument phénoménale et avec une variété absolument exceptionnelle. Et on a des forêts gigantesques, essentiellement de fougères. Et on va avoir les premiers animaux sur le continent, donc d'abord les arthropodes, puis les vertébrés. Et ce sont ces fougères géantes, donc dans un climat extrêmement chaud, extrêmement humide, qui, toutes ces fougères, quand elles vont s'accumuler et se détruire, donneront les grands gisements de charbon que nous connaissons. Eh bien, nous arrivons à la phase terminale de la sortie de l'eau de nos tétrapodes. Donc, ils ont réussi à adapter leurs organismes et leurs squelettes. Donc, ils ont perdu les branchies. Les adultes sont pratiquement indépendants du niveau marin. Par contre, il y a d'autres tétrapodes qui, bien sûr, ont continué à vivre en milieu aquatique et en milieu marin. Nous allons avoir à cette époque les premiers insectes volants. Alors j'ai vu que vous aviez des très jolies ailes de libellules dans l'exposition, donc n'hésitez pas à les regarder par la suite. Donc on retrouve ces ailes d'insectes ici. Donc en particulier cette libellule, la Meganera, c'est une libellule qui pouvait avoir jusqu'à 2 mètres d'envergure. Donc ça fait quand même une bestiole qui n'a pas été sympathique de croiser. Et donc il y avait du monde dans ces grandes forêts houillères avec plein d'insectes divers et variés. Avec des arthropodes assez sympathiques, c'est l'âge d'or des myriapodes, des 1000 pattes. Donc vous voyez ici, et en particulier, on a l'arthropleura qui est, on évalue que sa longueur totale faisait environ 2 mètres. Vous voyez qu'il y avait du monde, et tout le monde était déjà un petit peu géant à cette époque-là. Vous voyez ici les appendices aussi de ces arthropleura. Et puis je vais quand même parler d'ostracodes, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas plaisir. Donc, mes petits crustacés, donc, ils sont protégés par une coquille bivalve, et c'est cette petite coquille bivalve que l'on retrouve dans les sédiments. Alors, ça fait moins d'1 millimètre. Et donc, les premiers ostracodes d'eau douce, puisqu'ils se sont développés, ils sont apparus bien plus tôt au cours de la fin du Cambrien, mais ils se sont développés en milieu aquatique d'eau douce à partir du Carbonifère inférieur. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on a toujours des ostracodes qui vivent, mais les ostracodes ne se sont jamais affranchis du milieu aquatique. Alors, ils vivent en eau douce, ils vivent en eau marine, mais ils sont toujours en milieu aquatique. On continue notre montée dans le temps, donc nous sommes ici à la fin, décidément, nous sommes à la fin du Permien, et nous sommes ici. Donc vous voyez que les continents continuent à s'agréger et que notre Pongée commence à bien se refermer. Alors le Permien moyen, c'est une période de diversité biologique absolument phénoménale. C'est une des périodes de temps au cours de notre histoire où on va avoir le plus de diversité. On a des choses absolument magiques, tout se développe de façon extraordinaire. Donc on a de tout, on a des mollusques céphalopodes, donc par exemple ici des ammonoïdés, on a des brachiopodes, on a des trilobites, on a des requins, on a des poissons. Alors il faut noter l'hélicoprion, qui est un animal, un requin emblématique de cette période, avec sa double rangée, sa double vis qui lui permettait de capturer ses proies. Donc c'est vraiment une période faste, c'est le bonheur dans les océans, et c'est aussi le bonheur sur Terre. Donc bien sûr il y a des chaînes alimentaires avec des grands organismes herbivores et carnivores, mais tout le monde va bien, avec des flores toujours très abondantes, des grandes forêts. Mais toutefois, il faut noter qu'à partir de ce moment, à partir du Permien moyen, on commence à avoir une petite modification des flores. En effet, je vous ai dit qu'au Carbonifère, c'était essentiellement des forêts de fougères sous un climat chaud et humide. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, l'humidité va un petit peu diminuer, donc ça va continuer à être très très chaud, mais le climat va devenir un petit peu plus sec. Donc les fougères ont un peu de mal à vivre dans ce milieu plus sec.
Donc on va avoir un début de modification des fougères, de la flore à partir de ce moment-là. Donc ici, je vais vous parler un petit peu de cette modification de la flore à cette époque. Donc en fait, on était ici avec essentiellement des flores qui étaient adaptées aux milieux chauds et humides. Et on va passer progressivement à des flores toujours de milieux chauds, mais plutôt résistants à la sécheresse. Donc on va passer essentiellement à des faunes plutôt de type conifère. Donc ici, ce diagramme un petit peu complexe qui vous montre le changement entre les flores. Donc ici, on était essentiellement sur des fougères au Carbonifère permien, et progressivement, on va passer plutôt sur des faunes à conifères, ici un peu plus tard. Et va se passer la plus grande crise biologique de tous les temps. C'est la méga-crise la plus importante. Elle ne tarit pas de superlatif à 251 millions d'années. À 250 millions d'années, à 251 millions d'années, très exactement, la vie a pratiquement disparu de notre planète. La vie va être pratiquement éradiquée. 98% des organismes qui vivaient dans les océans vont disparaître. C'est quelque chose d'inimaginable. 70% des espèces terrestres vont disparaître également à cette époque, durant une période qui va durer environ 1 million d'années. En effet, sur ce million d'années vont s'accumuler des phénomènes qui vont tous concourir à cette extinction absolument gigantesque. Tout va commencer par une chute du niveau marin, c'est-à-dire que le niveau marin va baisser de 250 mètres verticales. C'est-à-dire que ce n'est pas la mer qui recule de 250 mètres, c'est le niveau marin qui va baisser de 250 mètres. Ça veut dire que ce que je vous montrais tout à l'heure comme étant les plateaux continentaux, tout ça, ça va être complètement exondé et tous les organismes qui vivaient fixés sur cette partie du continent ne vont pas survivre. On va avoir aussi une augmentation de température absolument énorme. Tous les continents, dont je vous parlais tout à l'heure, vont se regrouper dans ce continent Pangée, la fameuse Pangée, et on va avoir des climats extrêmement, extrêmement chauds, extrêmement continentaux. Donc la température va augmenter de façon énorme. Vont se produire, juste à 250 millions d'années, des éruptions volcaniques absolument monstrueuses. Ce sont les trappes de Sibérie. C'est-à-dire que tout le nord de la Sibérie va être couvert par des empilements de lave. Ce sont des millions et des millions de kilomètres cubes de lave qui vont se déverser pendant 1 million d'années. Alors, dans les éruptions volcaniques, ce qui est dangereux pour la biodiversité, ce n'est pas vraiment les épanchements, c'est surtout les gaz qui sont dégagés. On va avoir une quantité de gaz toxiques absolument énorme qui vont se dégager dans l'atmosphère. Et ces gaz, ce sont des gaz à effet de serre, donc ils vont encore augmenter la température qui était déjà mal partie. Ajoutez à ça, les eaux vont devenir anoxiques, comme je vous le disais tout à l'heure, plus il fait chaud, moins il y a d'oxygène dans l'eau. Donc tout ça cumulé va faire que l'on va arriver à la plus grande crise biologique de tous les temps, où la vie a quasiment disparu de la surface de notre planète. Alors on va avoir des grands groupes emblématiques qui vont complètement disparaître. Les trilobites, qui ont peuplé les mers depuis le début de l'explosion de la vie sur Terre. On va avoir les goniatifs, on va avoir tout ce qui est euryptérites, scorpions, choses comme ça. Les coraux, qui sont des coraux de famille particulière de cette époque, qui peuplaient toutes les mers, vont complètement être éradiqués. Alors ici, on a des numulites qui sont des unicellulaires qui étaient très abondants. Donc bref, les grands groupes emblématiques de la vie de l'ère primaire vont disparaître. Les 70% d'espèces terrestres qui vont disparaître, eh bien, ce sont essentiellement ce qu'on appelle des anapsides, c'est-à-dire des organismes qui n'ont pas de fosse temporale, donc qui s'étaient bien développés durant toute cette première partie du primaire, eh bien, vont complètement disparaître et vont être remplacés par d'autres organismes juste après. Donc, qu'est-ce qui va se passer après cette crise? Vous imaginez bien que notre planète, elle a quand même méchamment souffert et qu'elle va se dire il va falloir s'y remettre et ça va être un peu dur. Donc, la carte paléogéographique, donc vous voyez ici notre Pangée qui commence ici à se fissurer déjà, et donc nous sommes ici. Alors la récupération après la crise va être très lente, c'est vraiment une des caractéristiques de cette crise, c'est la récupération très 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 lente. Que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, on va avoir une explosion des micro- et des nano-organismes dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va avoir mis en place d'une chaîne alimentaire différente de celle du Permien.
et en particulier tous ces micro-organismes qui étaient benthiques, qui vivaient posés sur le fond, vont désormais être planctoniques et vivre dans la colonne d'eau. Donc le fait d'apparaître des organismes qui vont vivre dans la colonne d'eau vont modifier les chaînes alimentaires. On va avoir les ammonites. Alors vous allez commencer à avoir des... Pardon, je me trompe à chaque fois. Vous allez commencer à avoir des noms de choses que vous connaissez, en particulier les ammonites, qui vont remplacer ce qu'on avait précédemment, et on va avoir l'explosion de certains organismes bivalves ou d'autres formes pour former des récifs. Donc voilà un peu à quoi ressemblait la vie au Trias, avec des reptiles marins qui commencent à avoir des tailles intéressantes. Et sur Terre, au début du Trias, les paysages ne sont pas bien sympathiques, hein, parce qu'il va falloir se remettre de tout ça. Et à la fin du Trias, à la toute fin du Trias, eh bien, on va avoir apparaître les choses que vous attendez tous, les dinosaures. Les dinosaures vont apparaître à la fin du Trias. Et à la fin du Trias, et bien paf, on en remet une couche. Il va y avoir de nouvelles éruptions volcaniques. Cette fois-ci, c'est une autre province magmatique qui va se développer. Et on va avoir une extinction en masse, certes, mais un peu moins importante que les précédents, où l'on va avoir entre 40 et 50% des gens qui vont disparaître. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien là aussi, fort volcanisme, même cause, mêmes effets, donc réchauffement climatique et acidification des océans. Donc toute une série de groupes qui vont disparaître. À noter toujours que les récifs sont les plus souvent les premiers touchés par les grandes extinctions. Ensuite, nous allons arriver à la période qui nous intéresse le plus, à savoir le Jurassique et le Crétacé. Alors, vous voyez que là, nos continents sont dans des positions qui sont bien différentes. Donc on a eu l'ouverture de l'Atlantique Nord, ici, puis l'ouverture de l'Atlantique Sud qui aura lieu plus tard. Donc nous sommes ici. Voilà. Alors au Jurassique, c'est-à-dire entre 200 et 145 millions d'années. Eh bien oui, ça y est, ils sont tous là. Les grands reptiles géants se développent dans tous les milieux. Donc on va avoir le développement des grands reptiles sur Terre, c'est-à-dire les dinosaures. Les dinosaures, ce sont uniquement les reptiles terrestres. Ensuite, on va avoir les grands reptiles aquatiques et aussi les reptiles aériens qui vont se développer. Au niveau du milieu marin, eh bien, on va avoir le développement des ammonites, quelque chose de très important qui va se développer à cette époque-là. On va avoir des récifs de bivalves, donc ici par exemple des récifs de rudistes qui vont se développer, et surtout cette révolution de la base de la chaîne alimentaire avec le développement des nanoalgues, des coccolithophoridés, des ânes nanoscopiques qui vont former la base de la chaîne alimentaire. Donc nous sommes maintenant au Crétacé, donc nous sommes ici, donc l'Atlantique Sud s'est ouvert. Et bien au Crétacé, l'évolution suit son cours avec toujours le gigantisme de toutes ces bestioles, donc le gigantisme des dinosaures sur Terre, le gigantisme des grands reptiles marins, que sont les mosasaures, les ichthyosaures. Vous avez de très jolies reconstructions dans l'exposition. Des grands poissons carnivores, et nous avons l'explosion des ammonites, et toujours l'explosion de ce plancton, de ce phytoplancton, ce plancton végétal que sont les coccolithophoridés, dont les accumulations donneront la craie un peu plus tard. Crétacé, ça vient de craie. Alors voilà, un des paysages très bucoliques du Crétacé, avec les dinosaures, qui ont conquis aussi les milieux aériens. Alors ce qui est très important aussi, à cette époque, c'est l'apparition des plantes à fleurs. C'est la grande révolution dans le monde végétal, l'apparition des plantes à fleurs au Crétacé. Et puis bien sûr, vous savez tous qu'il se passe quelque chose à la fin du Crétacé, ce qu'on appelle la limite Crétacé tertiaire, Crétacé paléogène, KT, on a donné plein de petits noms. Eh bien oui, c'est elle, c'est la 5e. Alors, il faut bien noter que c'est la 5e dans le temps, mais c'est la moins importante en termes d'impact sur la biodiversité. Alors on va avoir la disparition des dinosaures non aviens. Je suppose que vous savez que les oiseaux sont des dinosaures, donc les oiseaux, eux, vont continuer, et tous les autres vont disparaître. Tous les grands reptiles marins, tous les grands reptiles marins vont disparaître aussi. Les ammonites disparaissent à la fin du Crétacé, les rudistes, beaucoup de grands foraminifères benthiques. On va avoir une très grosse crise du plancton marin, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une acidification
les eaux marines, donc ça va dissoudre les coquilles en calcaire. Donc on va avoir une crise du plancton marin. À quoi est due cette crise du Crétacé tertiaire? Alors, d'abord et en premier, à cause du volcanisme. On va avoir un volcanisme extrêmement intense, et ce sont les trappes du Décan, dans le nord de l'Inde. Et c'est ce volcanisme qui est la cause principale de cette crise de la fin du Crétacé. Bien sûr, il y a eu la chute de météorites, elle est bien tombée au Mexique, au Chicxulub, aucun problème, elle a eu des effets, mais ce n'est pas la chute de météorites qui a tué les dinosaures. Il y a tout un contexte. Et tout ça, bien sûr, a été accompagné de modifications du climat, toujours même cause, mêmes effets. Le volcanisme, dégagement de gaz toxiques, augmentation de la température, et voilà, toujours à peu près la même chose. Et puis voilà, eh bien nous sommes donc après 66 millions d'années, et nous sommes au Cénozoïque, au tertiaire. Donc là, vous voyez, notre planète commence à ressembler sérieusement à ce que nous connaissons actuellement. Donc là, je ne vous présente pas la France. Nous en sommes là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, va se développer notre monde moderne, c'est-à-dire qu'on va avoir essentiellement des bivalves, des gastéropodes, des coraux, du plancton, enfin bref, une vie très riche dans les océans, tout comme sur notre planète. On va avoir des animaux qui commencent à avoir des looks que l'on connaît un peu. Puis ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est nous, c'est notre nombril. Donc les premiers primates apparaissent vers 60 millions d'années, et les premiers singes vers 40 millions d'années. Et ce qui est rigolo, c'est que, eh bien là, les mammifères ont commencé à retourner à l'eau. Ils en étaient sortis, et puis ils y retournent. Donc aux alentours, vous voyez, de 50 millions d'années, certains mammifères vont se dire, allez hop, on retourne à l'eau, et c'est comme ça qu'on va avoir le développement des cétacés, de ces grands organismes un peu bizarres, qui se retournaient vivre à l'eau. Mais en gardant leur caractère de vertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bronchies, ils ont bien des poumons, mais ils retournent pour respirer à la surface. Nous continuons notre ascension dans le temps, nous ne sommes plus qu'à 15 millions d'années, donc là maintenant vous voyez que notre planète, c'est pratiquement celle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors voilà, je vous présente tous ces joyeux organismes, cette vie que vous connaissez pratiquement. On a des poissons, on a des coraux, on a des oursins, on a une vie riche et diversifiée partout. Aux alentours du Néogène, c'est-à-dire entre 23 et 2,5, eh bien, on va avoir diversification de la lignée des homininés, c'est-à-dire les gorilles, les chimpanzés et l'homme. Et aussi une lignée en parallèle qu'on appelle les pongidés, ce sont les orang-outans. À 7 millions d'années, on a la diversification des hominini, c'est-à-dire les hommes, qui vont se séparer des paninas, c'est-à-dire des chimpanzés. Donc cette lignée humaine, la diversification, c'est aux alentours de 7 millions d'années. Et puis voilà, là maintenant, j'allais dire, on y est arrivé, c'est depuis 2 millions et demi d'années, nous sommes dans le Quaternaire. Donc là, c'est des images que vous connaissez tous, les images avec les mammouths, les tigres à dents de sabre. Et à partir de 2 millions et demi d'années, c'est la lignée de Homo. Et Homo sapiens, c'est-à-dire nous sommes apparus il y a 300 000 ans. Donc je vous fais un petit résumé, en fait, ici, pour vous montrer donc toujours le temps, ici, et la courbe de biodiversité que vous connaissez, puisque je vous la montre depuis le début. Alors, ce qui est important de voir, et vous avez ici surligné les 5 grandes crises. À chaque crise, on a les mêmes choses et les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on va avoir des changements de température, alors, dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez ici, on a une très forte augmentation de température, ici une forte baisse, ici une forte baisse. Vous voyez, changement de température à chaque fois. Le changement du niveau de la mer, ça aussi, à chaque fois, c'est quelque chose que l'on va retrouver. Le volcanisme, important, à toutes les crises, pratiquement, sauf à celle du Silurien, et sinon on a toujours du volcanisme. Et se rajoute, de manière un petit peu anecdotique de temps en temps, des chutes de météorites. Alors je sais, c'est pas très politiquement correct de dire ça, chutes de météorites, mais bon, moi je trouve que c'est pas important. Voilà, le volcanisme est beaucoup plus important. Alors, ces extinctions, est-ce qu'elles jouent un rôle dans l'évolution de la vie sur notre planète? Si je pose la question, c'est que vous vous doutez que oui. Alors je vais vous montrer 2 exemples. À la limite Permien-Trias, donc ici, on est la limite entre le Permien et le Trias.
sur une même niche écologique vivaient deux grands groupes, les brachiopodes, que l'on a ici en rouge, et les bivalves, ici en vert. Lors des extinctions de la limite Permien-Trias, ce sont les brachiopodes qui vont disparaître, qui vont le plus souffrir. Donc, comme ils vivaient dans le même espace, eh ben, l'écosystème va être libéré, et donc ils vont laisser la place aux bivalves. Et donc les brachiopodes ne reprendront jamais leur place, et par contre les bivalves, ils disent chouette, t'as ta place, allez hop, on se développe, et on va avoir une explosion des bivalves à cette époque. Toujours à cette limite Permien-Trias, ici un deuxième exemple. Je vous ai dit qu'il y avait des coraux qui disparaissaient, les grands coraux emblématiques du Paléozoïque, les tabulés et les rugueux qui ont été complètement exterminés à la limite Permien-Trias. Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'espace où ils vivaient est laissé disponible. Eh bien, on va avoir des lignées qui étaient prêtes, en embuscade, qui attendaient, et hop, qui vont se développer, et on va avoir d'autres types de coraux qui vont remplacer et qui vont utiliser l'espace laissé. La même chose, ici, à une autre limite, à la limite Crétacé-Tertiaire, on va avoir ici la diversification des mammifères. Les mammifères existaient avant la limite. Ils étaient petits, ils étaient dans leur coin, ils disaient ouais, avec les gros reptiles qu'il y avait autour, hein, ils ne se sentaient pas bien à l'aise. Mais aussitôt que tous ces gros reptiles ont disparu et qu'ils ont laissé la place, eh bien les mammifères ont une diversification absolument énorme à partir de ce moment-là. De même, l'espace aérien, qui était occupé par les reptiles à la fin du secondaire, eh bien, les oiseaux vont se développer de manière tout à fait exponentielle après la limite Crétacé-Tertiaire. Donc tout cela est donc naturel et profitable à la diversification de la biodiversité. Donc ces extinctions, même si elles sont brutales, ce sont des étapes naturelles de l'évolution de la biodiversité et elles favorisent la diversification de nouvelles formes par libération des biotopes. Alors, aujourd'hui, pour la première fois dans toute l'histoire de la vie sur notre planète, c'est-à-dire depuis des milliards d'années, il y a une espèce qui domine l'ensemble de la biodiversité, qui domine par sa présence physique, mais aussi par tout ce dont elle a besoin, de tout ce dont elle a besoin pour se nourrir, pour se chauffer, pour s'habiller. Donc on a besoin d'énormément de choses. Et cette espèce, bien sûr, c'est Homo sapiens, ça vous avez bien compris. Et cet Homo sapiens, ça modifie profondément les processus naturels et cause cette fameuse 6e extinction dont on parle. Donc cette 6e crise, elle est bien là. Et je vous montre ce diagramme. Donc c'est une échelle qui est un petit peu bizarre. Mais donc ici, c'est le début de la révolution industrielle. Nous sommes en 1870. Donc ça, c'est les points, c'est l'augmentation du nombre d'humains et du nombre de mégafaune dont on a besoin, c'est-à-dire notre bétail en gros. Donc vous voyez, depuis 1870, donc le nombre d'humains certes augmente, voilà. Mais si on inclut tout ce dont on a besoin en mégatonnes de biomasse, vous voyez que cette courbe, elle est vraiment, vraiment très impressionnante en augmentation. Donc actuellement, eh bien, il y a des choses qui sont naturelles, hein, contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Il y a dû à l'activité tectonique, hein, notre planète est en mouvement, les continents bougent. Vous entendez parler de grands séismes en Iran, en Chine, c'est simplement parce que l'Himalaya n'a pas fini sa croissance et que les plaques continuent à pousser, et ça va continuer, ça ne peut pas s'arrêter. Donc les séismes, le volcanisme, les tsunamis, c'est l'activité de notre planète, elle est vivante, et donc elle exprime son mécontentement quand elle est trop stressée, et donc ça c'est tout à fait naturel. Mais par contre, il y a d'autres choses sur lesquelles eh bien, il y a vraiment une nature anthropique. C'est la surexploitation, l'agriculture intensive, la destruction de la fragmentation des habitats, les espèces alloctones qui sont introduites, la pollution, et puis le changement climatique, hein, puisqu'on augmente la température, donc on augmente ce changement climatique. Mais ce qui est surtout très alarmant dans notre situation actuelle, c'est la vitesse. En effet, les taux d'extinction d'espèces actuelles sont estimés entre 100 et 1000 fois plus élevés que le taux moyen d'extinction qui a été connu jusqu'à maintenant. Et ces extinctions sont entre 10 et 100 fois plus rapides que ce que l'on a connu jusqu'alors. Je vous ai dit que la vie moyenne d'une espèce était de 4,3 millions d'années, hein, la durée moyenne. Actuellement, les calculs qui sont faits, la durée moyenne d'une espèce serait réduite à 10 000 ans. Donc vous voyez, c'est ce problème de vitesse
qui est vraiment très 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 important dans notre sixième crise. C'est pour ça qu'on parle de sixième crise actuellement, c'est parce qu'on a une vitesse des extinctions qui est absolument colossale. Donc eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut ralentir pour essayer de résorber un tout petit peu cette vitesse. Et ce sera ma conclusion. Je vous remercie de votre attention.